ne laisse pas indifférent. Alors c'est vrai que cette semaine, vous avez pu probablement constater, pour ceux qui s'intéressent à l'Europe, que les votes de censure, non pas internationaux, mais européens, donc au Parlement européen, ont été déposés par des Français. Donc, comme vous le savez, Mme von der Leyen a été maintenue, d'ailleurs avec une majorité plus importante que celle que l'on pensait. Mais en tout cas, pardon, je parle en même temps, nous en avons acquis une certaine réputation donc, de pays n'aimant pas la stabilité. Et à l'extérieur, le fait donc, d'être à l'origine de 2 votes de censure européens a beaucoup marqué donc, les esprits en Asie. Et dans ce contexte, la relation entre la France et l'Europe est devenue une préoccupation, je dirais, un peu mondiale. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai proposé il y a 7 ou 8 mois donc, ce sujet de l'histoire du Frexit, parce que je pensais qu'effectivement on était dans un moment historique, je vous le dirai tout à l'heure, entre 2014 et 2024, un peu particulier, et que le géographe donc, que je suis pouvait essayer de raconter une petite histoire qui est ce Frexit pour mieux essayer, pour ce beau thème donc, de la France, de mettre en avant les complexes relations entre la France et l'Europe. Alors je vais le faire à double titre. Pendant des années, j'ai regardé donc, les Frexiteurs avec beaucoup d'intérêt, puisque j'étais président donc, du mouvement européen. Je suis toujours pour Touraine et Sologne, et puis j'ai appartenu au bureau donc, national, donc c'était d'une certaine manière mes adversaires. Et j'ai toujours trouvé que c'était important pour des scientifiques quand même de bien connaître ce que les autres donc, pouvaient penser. Et puis la deuxième chose, en tant qu'enseignant chercheur sur les géopolitiques européennes, j'avais commencé à étudier donc, les mouvements donc, de Frexit parce que, on le verra tout à l'heure avec la petite carte de tous les mouvements Exit, Italexit, Polexit, Swexit, bien entendu, le Frexit n'est pas isolé. Dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, vous avez des mouvements politiques plus ou moins importants, plus ou moins influents, qui souhaitent donc que leur pays, qui peut être un nouvel entrant ou au contraire un vieil entrant donc, dans l'Union européenne, comme par exemple l'Italie, j'y reviendrai donc, tout à l'heure, puisse un jour ou l'autre donc, sortir. Donc, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Et là, on va commencer tout de suite. Pardon. Souhaitent donc que leur pays donc, puisse quitter donc, l'Union européenne. Alors, la première chose que je voulais donc, vous dire, c'est que. Alors, ça va partir. Voilà, super. Vous l'avez. Donc, première chose, c'est que. On peut considérer que le Frexit, comme je l'ai mis dans le titre, c'est quand la France s'affirme contre l'Europe, ce qui semble un peu paradoxal, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que la France est un État fondateur de l'Union européenne, et surtout, ce qui est le plus important, c'est que la France a pensé l'Europe. Elle a pensé notamment l'Europe institutionnelle dès le XVIIe siècle, on va voir tout à l'heure, et que donc, quand il fallait réfléchir à ce que devait être l'Europe, les Français ont toujours été probablement plus majoritaires que d'autres pays. Donc, quand on s'affirme contre l'Europe, ça peut paraître un peu paradoxal à l'aune donc d'une histoire un peu longue. Alors, la première chose que je voulais dire en introduction, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pensais raconter une histoire courte, mais quand même une histoire donc d'à peu près 2007, à peu près une quinzaine d'années, quand même de 2005, pour revenir au référendum jusqu'à 2024. Le fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'affirmation donc, de cette idée de Frexit s'est faite concomitamment donc, à ce qu'on a appelé la polycrise donc, des années 2000. J'enfonce des portes ouvertes en vous rappelant l'influence
Je vous rappelle malheureusement, y compris dans notre tourelle, le moment un peu compliqué du début des années de terrorisme liées d'ailleurs à ce qui se passait au Moyen-Orient, à partir de 2014, la crise migratoire et la manière dont l'Union européenne a eu à répondre à cette crise à partir de 2015, et puis des choses qui vous sont probablement encore plus dans la mémoire parce qu'elles sont beaucoup plus récentes, donc le Covid-19, et puis beaucoup plus récent encore, l'agression russe contre l'Ukraine à partir de février 2022. Alors, ces polycrises ont donné une image dans l'opinion publique française, mais c'est une image qu'on retrouve dans d'autres pays, et je sais que beaucoup encore en Europe, qui était de difficulté à pouvoir réagir, notamment à réagir vite par rapport à ces crises qui étaient patentes à ce moment particulier. Après, et là on va travailler sur l'histoire longue, depuis 57 ou 55, en tout cas depuis 70 ans, et donc il y a eu une interrogation sur la capacité d'une Europe qui avait été mise en place petit à petit pour être plus flexible, plus efficace, plus proche des citoyens, pour la répondre aux crises. Alors, ces polycrises, comme vous le savez, c'est pas neuf, on verra le lien avec le populisme. J'appartiens, pour ceux qui s'intéressent sur les études sur le populisme, au Centre d'études européen sur le populisme, qui s'appelle ECPS, dont le siège est à Bruxelles. Et donc, cette dimension de refus des institutions européennes a été extrêmement importante, surtout dans les années 2014-2017, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le corpus de nombre de pays, de partis populistes qui se sont affirmés, de la Suède jusqu'à l'Italie, de la Lettonie jusqu'à l'Autriche. Par ailleurs, et c'est important à souligner, on s'est retrouvé pas simplement à partir de 2022, mais surtout à partir de 2014, après la première difficulté géopolitique très forte avec la Russie. On avait eu la Géorgie en 2007, mais à partir de 2014, avec l'inclusion de la Crimée dans la Russie, qui était une première attaque contre les frontières internationalement reconnues, on a eu le droit au démarrage d'une guerre hybride. Vous avez tous les jours sur les chaînes d'infos l'idée que la guerre sera là, on est à minuit moins 2, j'entends ça tout le temps, on est à minuit moins 2, avant une guerre potentielle avec la Russie. J'ai vécu assez longtemps à Moscou pour pouvoir vous dire que pour les Russes, on n'est pas à minuit moins 2, on est à 2 heures du matin. La relation, au temps de la guerre, ils sont en guerre contre nos idéaux, nos valeurs européennes, et ça les fait beaucoup rire que nous considérions que nous sommes à minuit moins 2. De fait, les tentatives de déstabilisation et d'aide à certains partis anti-européens ont été extrêmement fortes à partir des années 2014. Et ce cyber-soutien, notamment, a été une composante essentielle pour comprendre pourquoi on a eu autant de mouvements frexiteurs, autant de mouvements italo-extiteurs. Et puis, je mettrai ça en lien, c'était moins patent pendant le premier mandat que pendant le deuxième, avec l'arrivée concomitante d'un super populiste qui était le président Donald Trump pour son premier mandat. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le Frexit, ça a d'abord été, et ça ne vous étonnera pas, un sujet d'intérêt pour les géographes. C'est pour ça qu'il m'est revenu cette joie de pouvoir faire devant vous aujourd'hui pour en parler, puisque nous avons, avec un nombre de géographes, mis en place des cartes correspondant soit à l'opinion publique, ça c'est quelque chose d'assez connu par rapport au sentiment d'européanisme ou d'européanité, ou tout simplement de cartes pour montrer l'influence, je suis géopoliticien, ça ne vous échappera pas, des partis sur la scène, ces partis favorables à la sortie de l'Union, dans le paysage politique de ces pays. Alors, beaucoup d'études ont aussi été faites, je dis en tant
tant que chercheur au centre d'études sur le populisme, par nos collègues donc, de sciences politiques pour savoir quels étaient, est-ce que Farage avait expliqué, on parle de Farage tout à l'heure, qu'il était important aujourd'hui, dans un monde totalement complexe, où les gens ont beaucoup, enfin en tout cas les votants, ont beaucoup de difficultés à pouvoir prioriser leur sujet. Farage dira que c'est plutôt le coût de la vie qui doit être le premier, mais à partir du moment où on est dans un monde où la complexité d'action politique est telle qu'il y a énormément de sujets, qu'on ne sait plus lequel on peut faire, c'est pour ça lequel mettre en avant, c'est pour ça que lui-même a choisi maintenant l'immigration avec Reform, mais il a toujours été, et c'est intéressant, convaincu que la meilleure manière donc, de pouvoir répondre à la demande donc, des peuples était de simplifier, donc d'avoir un seul thème. Donc, ce qui pour lui, quand il analyse, je l'ai fréquenté comme député européen, il est persuadé que s'il a gagné donc, sur le référendum du Brexit, c'est qu'il n'y avait qu'un sujet, rester ou pas sortir. Et que c'est donc une simplification qu'attendait nombre d'électeurs britanniques face à la complexité du monde, face à la transformation technologique, face aux transformations culturelles, face au poids migratoire. Là, on avait un seul sujet et finalement, il y avait toujours un poids plus positif au fait de privilégier un seul sujet. Donc, malheureusement, ce sujet est en lien avec la non-européanité, donc les études de sciences politiques sur le Frexit, comme celui de ici sous le Polexit, se sont beaucoup intéressés sur quel est ce sentiment potentiel de non-européanité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance, je suis moi-même, comme vous l'avez compris, un peu européen, à travailler sur l'européanité, sur les valeurs, travailler avec beaucoup d'historiens dans l'ensemble des pays, donc non pas simplement de l'Union européenne, mais d'autres sur qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'Européens. Ce qui est le plus intéressant aujourd'hui de voir qu'est-ce qui nous fonde comme non-européens. Enfin, et c'est ça que je voulais dire aussi dans ce deuxième temps de l'introduction, c'est que l'origine, le développement, le poids réel donc, de cette vision donc, de l'Europe, mais aussi de son propre pays, au moment même où on demande plus d'Europe institutionnelle, c'est un sujet d'intérêt pour voir si est-ce que le moment du Frexit correspond à un moment de crise de l'Europe institutionnelle, ou c'est quelque chose qui en soi est beaucoup plus intéressant comme mouvement, qui n'est pas simplement lié à une relation avec l'Europe, mais qui correspond vraiment à une affirmation identitaire particulière dans les différents pays. Voilà. Bien entendu, je pense que c'est ce que vous aviez en tête en venant citer cette conférence, c'est que pas de Frexit sans Brexit. Pas de Polexit sans Brexit. Pas de Czechit, pour revenir à la campagne électorale récente en République tchèque, sans Brexit. C'est-à-dire que la capacité donc, d'avoir choisi ce monothème donc, de la sortie de l'Union à correspondre à un succès électoral, puisque ça a été le cas en 2016 au Royaume-Uni, a bien entendu inspiré dans l'ensemble de l'Europe. Alors on arrive peut-être d'ailleurs à ce paradoxe, qu'il y a une sorte de copie européenne d'un mouvement qui était anti-européen. Alors, comme je vous l'ai dit, Farage lui-même a été extrêmement impressionné par son propre succès. Je me rappelle, juin 2016, à l'époque, à citer mes conférences, je regardais la vieille Fontenay-Rose et les tombes donc, des rois d'Angleterre, d'Alain Nord, de Richard Cœur de Lion. Et c'est vrai que d'avoir vu pendant tout le début de l'été donc, des botaniques venir pleurer donc, sur les tombes donc, de leur roi Angevin et Plantagenet, c'était un moment d'émotion assez important. En fait, personne ne s'attendait à cette victoire, à part Farage. Il a toujours affirmé qu'il ne croyait pas du tout dans ses idées, c'est ça qui est assez formidable. En interrogeant une fois à Bruxelles, il a eu une réflexion qui était très Daladier après Munich. Il a dit avoir avalé le NHS. Waouh! Les cons! Vraiment, il dit moi-même, je n'y croyais pas que ça passait l'argument. Donc, je me rappelle, dans le référendum, il avait dit que si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, tout l'argent que le Royaume-Uni était obligé de donner pour le budget européen
seraient immédiatement donc, réemployés pour le système de santé britannique. Et moi je pensais que l'argument était tellement gros moi-même quand je l'ai donné, mais non, mais parce que les gens avaient envie d'entendre. Les Britanniques avaient envie d'entendre ça, donc ils ont voté pour ce qu'ils avaient envie d'entendre. Conclusion, on y reviendra tout à l'heure, presque 10 ans après, et je vis tous les week-ends au Royaume-Uni, je peux dire que le NHS, fondamentalement, on est en forme après le Brexit. Alors, deuxième chose peut-être importante, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un peu dur quand on est français, quand le sujet des rendez-vous d'histoire, c'est la France. Mais si on considère que les mouvements d'exit donc, sont la conséquence du Brexit, il faut féliciter nos amis britanniques. C'est quand même leur vision donc, particulière de l'Europe, on y reviendra, qui l'emporte à partir du moment où on a tant donc, de mouvements favorables donc, à la sortie. Dernier point peut-être, vous voyez j'ai mis sa photo, voilà celui qui a eu la première idée. On va reparler de Nigel Farage si vous voulez, personne n'a pas de cigarette déjà sur la table, donc c'est pas forcément un ami de Nigel Farage, parce que si vous voulez passer un peu de temps avec lui, il faut quand même déjà passer un peu de temps dans ces boîtes pleines de cigarettes. C'est intéressant d'ailleurs, parmi ces combats particuliers, bien entendu, pour celui qui voulait mettre de l'argent dans la NHS, c'est assez drôle, vu le niveau aussi de cancer et vu le niveau aussi malheureusement du nombre de victimes du Covid, donc comme vous le savez, pas à cause de lui, à cause de Boris Johnson au Royaume-Uni. Son amour immodéré donc, de la cigarette américaine, notamment, interroge donc, toujours l'occasion d'y revenir. Je sais que Elon Musk, il a toujours été, lui, très sensible. Alors, je le répète, la question est donc de savoir si le Frexit c'est un état cite comme un autre, si c'est une conséquence donc, du Brexit, et puis de rappeler que d'un point de vue purement événementiel, effectivement, le Frexit a connu son apogée après le Brexit. Et que le Frexit donc, a même parfois été évoqué, j'entendais en venant dans la voiture tout à l'heure, les informés d'Europe, là, sur une chaîne publique donc, de radio, et qui mettait en avant l'européanité de Mme Meloni, qui remplacerait petit à petit donc, le président Macron comme leader potentiel. Je pense que des grands magazines, vous l'avez vu ces mois derniers, montrant Mme Meloni en front page. Je rappelle quand même que son parti précédent, avant les Fratelli, était le NSI, et ensuite, y compris au début de Fratelli l'Italia, était dire un peu complaisant, voilà, je vais utiliser un terme avec cette idée donc, de pouvoir sortir de l'Union, ce qui a été ensuite pas exactement ce qu'elle a choisi en tant que chef de gouvernement. Enfin, le Frexit, il faut quand même le dire, waouh, qu'est-ce que c'est bon pour nos amis russes, nos amis chinois et nos amis américains. Alors, j'enfonce les portes ouvertes en vous disant que la compétence commerciale donc, de l'Union européenne est quelque chose qui déplaît assez souverainement en Chine et aux États-Unis. Nous dirons bien entendu tout le contraire que au moins quelqu'un répond au téléphone pour revenir à la fameuse anecdote. Mais de fait, la puissance commerciale donc, de l'Union européenne affirmée donc, depuis les années 60, et on le voit sur des grands sujets comme la voiture électrique, on peut le voir sur les batteries, on peut le voir sur l'éolien, on peut le voir sur des grands sujets donc, de commerce international. C'est pas facile, toujours se mettre dans la tête donc, de nos partenaires. Quand vous mettez dans la tête donc, aujourd'hui donc, des négociateurs chinois, oui, on préfère quand M. Merz vient tout seul à Pékin, on préfère quand M. Macron vient tout seul. Même pas trop si c'est Mme von der Leyen qui vient tout seul. Je me garderai de tout commentaire sur la vision de M. Trump, qui bien entendu considère que la politique commerciale mondiale, il est seul en décider, vous avez vu depuis 6 mois, sa propension donc, à utiliser les tarifs douaniers comme un élément très particulier de son identité mondiale et du fait que maintenant qu'il en est à son 3e mandat, puisqu'en fait celui de M. Biden c'est simple, parce que M. Biden vient de dire qu'il était lui-même malade, donc en fait
fait, c'est un mandat qui n'a pas existé, donc il faut considérer que le président Trump en est son 3e mandat, et donc il se présentera, s'il pouvait, à son 4e, pour une seule et simple raison, c'est que s'il pouvait survivre plus longtemps que le président Franklin Delano Roosevelt, plus personne dirait qu'il n'est pas le meilleur président des États-Unis. Je caricature donc un peu, mais en tout cas, il y a une longueur de temps dans la négociation commerciale avec l'Union européenne, alors que, comme vous avez compris, ce qui l'intéresse, et les Mexicains encore en sont les premiers témoins, c'est de pouvoir, bien entendu, avoir un usage du temps court et non pas du temps long que représente l'Union européenne. Alors j'ai un peu insisté sur ce point parce qu'on l'oublie toujours un peu, mais j'y reviendrai quand on va voir les vrais acteurs. Alors, enfin, c'est peut-être donc le plus intéressant. J'aurais pu faire toute ma conférence sur l'Europe, une des passions françaises. Je voulais juste donc vous rappeler un certain nombre de choses que je disais dans mon propos initial. C'est que oui, les Français ont été en nombre beaucoup plus important que d'autres au XVIIe et XVIIIe siècle à penser l'Europe institutionnelle. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, hein, je vous rappelle 1723, les Crusades, quelques années après, donc, le grand projet donc, de Sully, un siècle après, la Saint-Pierre. Bref, au moment compliqué, donc, soit d'un essai de dépassement de 70 ans de guerre de religion, pour venir dans les années 1620, ou au contraire, donc, au début des années 1710, pour là aussi mettre fin donc, à la vision toujours extrêmement pessimiste, avec Saint-Pierre, dans les mêmes moments que les grands hivers de 1709, la fin terrible de Louis XIV, un moment un peu compliqué donc, de période. Si la France, à ce moment-là, veut penser une Europe institutionnelle, c'est qu'elle veut d'abord sortir donc, de ce qu'ont connu, ce que connaissent, ce qu'ont connu les générations d'avant, c'est-à-dire un monde en guerre. Donc quand Crusset ou Sully veulent une Europe institutionnelle, compris, Sully pense même à intégrer la Chine, la vision des 15 États qui doivent être ce que devrait être l'Europe institutionnelle. On est Crusset, l'idée c'est on va faire une Europe institutionnelle. Alors, de fait, avec la ville d'Allemagne après les traités de Westphalie, mais c'est quand même important, ce sont les Français qui font ça. Et puis je vous rappelle que pendant les Lumières, la question ne se posait pas. Le français était la langue de communication culturelle. Je renvoie au Voyage de Diderot de Voltaire, même Pierre le Grand, que le président Macron voulait absolument montrer à Poutine, tout ça par les Français. Et que donc, pendant tout le XVIIIe siècle, la question ne se posait pas, on était forcément européen, puisque l'Europe s'exprimait dans la lingua franca qui était française. Et puis au début de l'Europe communautaire, là aussi, je me rappelle que la France souhaitait une sorte de reprise de son modèle administratif dans l'administration communautaire. Et que la réponse d'ailleurs extrêmement réussie, ça n'a pas été le cas quand les Britanniques ensuite sont rentrés dans l'administration communautaire, on a perdu beaucoup de place, mais dans les années 60-70, tout le monde a oublié qu'on avait cassé l'Europe de la défense, j'en verrai tout à l'heure, puisque l'administration française a pris des positions extrêmement fortes en fait, dans l'administration communautaire. Donc, je dis ça parce que le Frexit, c'est quand même une vision très émotionnelle, et elle s'oppose à une vision très rationnelle qu'avait eu la France pour penser l'Europe. Au XVIIe et jusqu'au XXe siècle. Deuxième chose, j'ai omis sciemment donc, le XIXe siècle, pour une raison assez simple, vous avez tous en tête les déclarations gauliennes sur les États-Unis d'Europe, le début de ce fédéralisme, le mouvement de 48-49. Bon, de fait, on oublie toujours que vu de l'extérieur, le XIXe siècle, pour le reste des pays, c'est quand même l'aventure napoléonienne, et que l'aventure napoléonienne, ça n'a pas été que l'esprit en marche, je suis désolé pour Hegel et Fichte à leur début, mais c'est une série de massacres, c'est une série d'invasions, c'est une série donc, de dévoiements, en fait, qui correspond simplement à l'impérialisme français. Donc il faut qu'on a toujours ça, garder ça en tête. Et puis, autre chose, c'est que je l'ai dit tout à l'heure,
si l'administration des années 70 notamment, rappelez-vous, hein, pour ceux qui sont les plus vieux, toujours Raymond Barre. Donc quand il arrive comme Premier ministre, tout auréolé donc, de son passage donc, à l'Union européenne. Il n'y a pas à l'époque de Frexit. Un certain nombre de discussions sur sa capacité à pouvoir être comme Pompidou ou un bon Premier ministre, mais l'idée c'est quand même qu'il y a une sorte de sérieux, surtout après le passage de Jacques Chirac, comme vous le rappelez, en 74-76, des réflexions de Valéry Giscard d'Estaing sur le retour au sérieux dans un moment de crise avec Raymond Barre, issu donc, pour l'image qu'il a donnée d'une vision plus communautaire. Bon, je dis ça parce que tout ça a permis d'évacuer ce qu'aujourd'hui nous remettons en avant, donc 70 ans plus tard, c'est le terrible échec de 55. La communauté européenne de défense, hein, ce vote qui va conduire ensuite à la mise en place de l'OTAN, et qui fait que cette vision politique de la France condamnée au Parlement européen, c'est pour ça que je refais la boucle avec ce que disaient les Pakistanais dans leur journal, la censure donc, de von der Leyen par des Français, ouf, ça rappelle extraordinairement ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de plaquer leurs difficultés politiques ponctuelles, hexagonales, pour les remplacer donc, à l'Europe. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu paradoxal qu'on soit les premiers à défendre l'Europe puissance, l'Europe militaire, alors qu'on a été les premiers fossoyeurs au commandement de la communauté européenne de défense en 1955. Enfin, et bon, ça c'est ce que vous connaissez beaucoup plus, moi, pas de Frexit sans une histoire courte, le référendum de 92, le vote donc, contre la Constitution de l'Europe en 2005, c'est pas non plus étonnant si on a eu le Frexit à ce moment-là. Et dernière réflexion, pour terminer là-dessus rapidement, c'est que ce que je vous disais, c'est qu'on a ce paradoxe que l'Europe, dans la vision française traditionnelle, même si dans la réalité ça n'a pas été le cas, parce que ça a été l'administration française, c'est parfaitement adapté à la vision donc, de l'Europe communautaire. Donc une vision extrêmement rationnelle et non pas passionnée. Or, la vision traditionnelle donc, de l'Europe est une vision passionnelle, puisque c'est une Europe politique. Et donc le Frexit s'est inscrit dans cette vision d'une Europe politique, à l'inverse de la vision allemande, qui est de dépassionner immédiatement donc, l'Europe, parce que si on la repassionne, ben, ça donne le Parlement de Francfort en 48, et puis on ne sait pas non plus ce que ça peut donner, ça donne l'assassinat en 22, donc, à Berlin. Attention, le mythe Stresemann brillant cache une vision totalement différente en fait, de l'Europe, et l'Allemagne revendiquera toujours cette Europe dépassionnée du commerce et de la monnaie par rapport donc, à la vision française. Et puis, autre chose, la France n'est pas non plus, je le dis en tant qu'ex-élu de la région Centre-Val de Loire, la plus petite région, un peu compris, enfin grande en territoire, mais petite donc en PIB, on n'a jamais vraiment utilisé l'Europe comme une manière donc d'avoir une vision démocratique de rapprochement de tous les territoires, ce qui est la vision bien entendu en Europe orientale. Je le redirai tout à l'heure, ça explique pourquoi quand même quand on est complètement contre l'Union européenne en Europe orientale, on va quand même continuer à soutenir l'Europe communautaire parce que ça permet l'harmonisation avec les fonds tourisme. Donc tout ça pour vous dire que d'une certaine manière, le Frexit, c'est l'affirmation d'une vision traditionnelle française d'une Europe politique. Alors, je vous rappelle maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et pour... heureusement, c'est une histoire courte, hein, donc je ne vais pas en parler pendant des heures. Avant, je dis, il est évident que les résultats du référendum de 92, j'ai mis Philippe Seguin donc, en photo, pour le plus ancien ici, hein, qui se rappelle donc, du débat entre Philippe Seguin et François Mitterrand. Je fais partie donc, de celles et ceux qui avaient soutenu la pré-campagne présidentielle de Philippe Seguin avant qu'il rejoigne Jacques Chirac en 1995, et ça restait un grand moment d'affirmation politique. Le respect de François Mitterrand pour Philippe Seguin dans une vision anti-européenne a été, à mon avis, aussi une capacité à pouvoir ensuite
considérer le retrait de l'Union européenne comme une possibilité politique acceptable, et non pas extrémiste. Deuxième chose, à la suite du référendum de 2005, je me rappelle combien le reste de l'Europe n'a jamais vraiment bien compris, si ce n'est de répéter partout « Ah bah non, ça c'est la France, c'est normal, la révolution... Donc, après tout, bon voilà, les Français ont une poussée d'urticaire, ça leur arrive chaque siècle, on doit faire avec. Et puis, comme je l'ai rappelé en introduction, le climax pour le Brexit en juin-juillet 2016, au moment où, à la surprise générale, après une campagne apocalyptique du Premier ministre Cameron, je le dis, c'est le semi-britannique qui peut vous dire comment les choses ont pu se passer. Alors, j'ai appelé ensuite ça le canal historique, excusez-moi, vous devez le voir donc, au tableau, parce que je vais rendre à Quasi César ce qui aimerait que je puisse rappeler. Le Frexit donc, a été la base d'un engagement politique de plusieurs personnalités politiques françaises. J'en ai retenu trois en particulier, donc François Asselineau, Roland Philippot et Charles Gallois. On revient alors, on les retrouve tous à un moment important qui est le RIF, le Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France, donc au début des années 2000. Alors, Philippot vous dira qu'il a été le seul à être dans les réseaux chevènementistes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu remis en question, c'est qu'il a un peu limité, mais pas totalement. Ils ont tous été effectivement au RIF, alors, dont d'ailleurs Philippot était le webmestre, donc à l'époque. Et donc au RIF, on récupérait un certain nombre de personnalités qui étaient issues de la nébuleuse pasqualienne, des moments un peu compliqués de cette campagne européenne où Charles Pasqua et Philippe de Villiers étaient ensemble, et puis des débuts un peu compliqués de l'aventure de monsieur le maire du Bois-Illan, donc qui, avant de lancer Debout la France, a beaucoup essayé de nous rassembler lui aussi sur une idée à la fois très sociale, mais aussi, pardon de citer son aventure qui fait qu'il est réélu à chaque fois comme maire, donc au début de la même chose, c'est pas très social, en fait, c'est assez américain, enfin, en tout cas sur le fait donc, d'avoir associé une vision très sociale, une autre sortie de l'Union, et tout ce beau monde a été souvent très proche. Et ont un passé théoricien d'ensemble. Alors, avec aussi quelque chose d'intéressant qui rapproche François Asselineau, j'ai eu la chance, parce que une période, donc une malchance, j'en sais rien, en fait, de faire cours avec François Asselineau, qui a un esprit brillant, qui était donc, aussi professeur, d'abord en finance et en économie, mais pour être assez clair, lui comme Philippot ont aussi une marque très importante, ils sont tous les deux énarques, l'inspecteur général de l'administration, l'autre inspecteur général des finances, et ils s'estiment tous les héritiers d'une administration gaulliste, donc totalement souverainiste et donc anti-européenne. Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait le moment très fort dans l'histoire administrative, il est plutôt, donc, comme je le dis, dans l'affirmation de la vision française dans l'administration européenne. Et donc, eux incarnent une sorte de mythe d'une administration française totalement découplée donc, de l'administration européenne. On s'en rend compte quand on étudie dans les années 70, que c'est au contraire cette administration élargique, ou pas d'ailleurs, parce que le Collège de Bruges a aussi joué son rôle, donc, qui a été très importante dans le début de l'administration communautaire. Alors, leur idée était assez simple. Alors, pour Gallois, qui est la dernière, je dirais, la dernière affirmation, alors pour ceux qui s'intéressent un peu plus au Frexit, je vous rappelle qu'il a changé le nom de son génération Frexit, qu'il avait sorti pendant le Covid, en pensant que l'échec relatif de l'Union européenne donc, par rapport donc, au Covid faisait qu'il fallait absolument profiter pour revenir à sa souveraineté de santé. Il a changé en 2024 le nom donc, de ce parti. Alors lui, il n'est pas, il vient du privé, donc il est supposé, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous découvrirez comme CEO de Time Warrior, par hasard une société étrangère, mais ce n'est pas une société chinoise ou russe. Bon, tous ces responsables
responsables politiques donc, ont tous repris l'idée de Farage il faut un peu d'égoïsme national, parce que ça, on récupérera son argent, si on récupère son argent, on pourra le déployer différemment. Alors, ces Brexiteurs se sont affirmés pendant les élections européennes, beaucoup, de 2014 à 2019, 2024. Pourquoi? Parce que c'est une tribune très facile, il y a très peu de participation, comme vous le savez, aux élections européennes par rapport aux autres élections. Donc, on peut très rapidement donc, avoir un message simple qui rapporte immédiatement. Ils ont tous voulu se présenter aux élections présidentielles. Le seul qui a vraiment réussi, c'est Asselineau, parce qu'il a raté la première fois, il a aussi présenté la deuxième. Et quant à notre ami Philippot, comme vous savez, il n'a jamais obtenu les parrainages pour pouvoir le faire. Alors, j'ai mis Jordan Bardella en photo aussi, parce que je vous rappelle que avant d'arriver dans son rôle actuel, et d'avoir été justement l'un des responsables des votes anti-confiance contre la moyenne de jeudi, il avait aussi été très proche en fait, de ces idées brexitoises, avec une seule et simple idée, c'est que Babylone, rappelez-vous qui doit tomber, c'est la même chose que Boris Johnson. On n'est pas forcément opposé à l'Union, on est opposé au capital impérial qui tue donc, le souveraineté nationale, et qui est cette Babylone faite par cette administration communautaire. Je rappelle que Bardella lui-même, elle lui a rappelé de temps en temps, c'est pas une bonne chose pour son parti dans les élections d'Alsace, mais que finalement Druon avait raison, qu'on aurait mieux fait de mettre la capitale de l'Union à Paris qu'à Strasbourg. Ça ne fait pas que des amis parfois dans les élus alsaciens, notamment cette relation compliquée entre le Rassemblement national et puis l'Alsace d'abord, le parti autonomiste alsacien. Il n'empêche que voilà, dans cette vision qu'avait Druon de dire que Finlin avait imposé tout ça avec sa vision chrétienne anti-gaulliste, parfois Bardella revient aussi là-dessus. Et puis, je rappelle tout simplement que si Bruxelles est une capitale impériale, j'ai été il y a un mois en Pologne dans une incroyable réunion avec Georges Simeon, donc le responsable, le candidat à la présidentielle en Roumanie, avec des élus du PiS et quelques représentants américains, avec cette vision très rationnelle qui est que nous, aujourd'hui, nous sommes complètement Moscou d'avant. Enfin, nous sommes dirigés par Bruxelles, c'est Moscou avec nos idées européennes, favorables au droit de l'homme, favorables à la sexualité, favorables à la perte des valeurs chrétiennes, et que la vraie défense de l'Occident, maintenant, se fait entre la Roumanie, la Pologne, et bien entendu avec l'aide des chrétiens américains. C'est ça le vrai Occident. En fait, nous, les trois capitales, c'est bien, on avait commencé sa conférence de manière assez incroyable en disant est-ce que vous avez déjà laissé vos enfants tout seuls dans les rues de Paris, de Berlin ou de Londres? Je pense que vous ne le ferez pas, vous savez très bien ce qui vous attend. Bon, il dit c'est comme Moscou dans les années 80. C'est très intéressant comme vision. Bon, alors bien entendu, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'union, c'est la corruption, l'union, c'est pas la transparence, l'union, c'est pas la voix du peuple, et bien entendu, la critique la plus importante, l'union, c'est le cosmopolitisme, comme le rappelle très souvent M. Bardella. Alors, pour aller plus vite et pour terminer, peut-être vous ayez 5 minutes de questions. Le sujet principal des Brexiteurs, c'est quand même de rappeler que le retour à la souveraineté va ramener de la puissance. En fait, c'est une vision très simple, c'est que la France a perdu sa puissance, une vision très réaliste, et qui est il faut regagner donc, de la puissance, et donc la souveraineté va le permettre, sinon on ne sera pas une puissance. Nous sommes au Conseil de sécurité, M. Trump est 5e, et il suffit de voir M. Trump, même M. Kim Jong-un de temps en temps, ou M. Xi Jinping, et on n'est pas au niveau. Alors c'est une vision, je dirais, un peu idéologico-économique très trumpiste, c'est une vision multilatéraliste née de la géopolitique brésilienne, je ne sais pas le temps de vous parler trop longtemps, mais vous rappelez que pour Ratzel, donc au milieu du 19e, les États étaient la forme très hegélienne d'organisation du monde, et que les États, ils étaient darwiniens, donc un État doit arranger un autre quand il est plus fort qu'un autre. Il y a des États forts, des États, des espèces de Darwin appliquées par Ratzel, des États qui sont forts, des États qui sont faibles. La France est faible, donc elle va se faire manger par les États forts, qui par la Russie ou la Chine. Donc il faut lui redonner de la souveraineté pour qu'elle ne soit pas mangée par Ratzel. Et puis le machin, je me rappelle, c'est un héritage égoïste pour parler d'administration de Bruxelles. L'argument populaire, vous le savez, c'est la subsidiarité, ce terme galvaudé par Bruxelles. En fait, c'est le pouvoir près de chez nous, ça ne vous étonnera pas. Et puis derrière, c'est qu'il y a dans ce monde rassédial et
puissances qui se battent entre elles, il n'y a plus une sortie du fédéralisme ou du monopolarisme, et que donc le smart power communautaire est insuffisant. Il ne correspond plus donc, au monde d'aujourd'hui. Alors, question aussi à l'international des liquidateurs de l'Europe communautaire, c'est ce que j'ai mis. Alors, vous voyez la carte, hein, aussi Brexit, Brexit. Tous les pays de l'Union européenne ont leur mouvement, même au Portugal, même si l'extrême droite commence nationaliste à avoir plus de poids, hein, mais le Portugal est pour le moment le plus protégé. Aujourd'hui, la partie anti-Union européenne. Alors, pour terminer, pourquoi il ne marque pas, comme tous les exits, donc, depuis 2022 Le problème, c'est qu'on voit peu de jeunes dans le mouvement flexiteurs. Je connais quelques réunions. Bon, c'est comme tous les partis politiques, vous allez me dire, enfin quand même, j'ai vu peu de jeunes. Que le retour de leur puissance, notamment avec l'attaque russe, et donc l'accélération du temps dans la mise en place de l'Europe de la défense attendue quand même depuis 30 ans, c'est pas très bon pour les flexiteurs. Et puis que la flexibilité institutionnelle actuelle, hein, la CPE, la communauté politique européenne, hein, je vous rappelle qui a été créée donc, en partie du sommet de Prague en 2022, est plutôt une réussite. Hein, les Britanniques sont beaucoup rentrés dedans, les Suisses, tous les autres. Et puis, vous savez quoi, la communauté des volontaires récente est aussi une manière de montrer qu'on peut avoir une flexibilité de l'institution européenne en ayant l'Union européenne, sans que ce soit l'Union européenne. L'ancien directeur d'Erasmus que je suis le sait depuis longtemps, parce que l'Europe d'Erasmus n'est pas l'Europe communautaire, elle est plus large que l'Europe communautaire. Enfin, le nerf de la guerre, l'argent. Pardon, d'être très britannique, ce côté-là. Je suis hongrois, je suis italien. Je fais quand même attention à mon porte-monnaie. C'est bien de vouloir sortir de l'Union, enfin. C'est pas ma money back, mais surtout ce que ça rapporte. C'est pour ça que même Orban, vous avez probablement vu le débat incroyable quand elle est allée cette semaine. Même Orban peut faire tout ce qu'il veut sur cette Europe pourrie. Il n'a jamais été jusqu'au bout. C'est nous qui demandons à le virer, ou en tout cas, nous avons un peu de côté, mais lui, il ne demande pas à sortir. Et donc, pour conclure, pardon. Alors, le Frexit a donc une histoire, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, même si c'est une histoire courte, c'est une histoire contemporaine. Mais a-t-il un avenir? Alors, a priori, comme je vous l'ai dit, on a un contexte moins favorable en 2025. Pourquoi? Parce que toutes les crises dont je parle aux introductions, l'Union européenne a quand même réussi à les dépasser. C'est une grosse surprise, mais elle a réussi. Donc, elle a montré sa flexibilité. Deuxièmement, on va dire que la situation en Royaume-Uni soit extraordinaire. Elle n'est probablement moins pire que ce que certaines disaient en 2007 ou en 2020. Voilà, alors, nous on le cache un peu en France de notre situation budgétaire maintenant, et nos amis de pays sont très contents de regarder. Ouf, heureusement qu'il y a la France, là, parce que nous, avec notre endettement, vous avez vu, malheureusement, ce qui est advenu à tout le parti sud-est, enfin le sud de Londres, et puis le fossé entre Londres et le reste de l'Angleterre, notamment, c'était un peu aussi pour le pays de Galles et pour le des émeutes aussi en Nord récemment, donc la situation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne après le Brexit, donc personne n'a trop envie de prendre le risque. Donc ce que je vous ai dit, aucun autre État ne s'est lancé dans l'aventure dans les 10 dernières années, alors que quand même, vu le succès donc, du Brexit, ça aurait dû probablement être pensable, alors qu'au contraire, on a des États qui peuvent rentrer. L'Ukraine, la Moldavie, même la Géorgie, qui serait à la difficulté donc, du moment comme vous le savez. Et puis, c'est plus important, il y a des partis qui sont proches du pouvoir, compris d'ailleurs à l'Assemblée nationale, ou les Deurs, que j'ai mis au tableau, et même, vous avez vu le Nico tchèque, donc du parti du SPD donc, tchèque, que vous avez donc, à l'écran. Ils veulent plus de souveraineté, ils veulent que les États soient mieux respectés. Mais dès qu'ils sont proches du pouvoir, ils seront dans une coalition potentielle, et c'est vrai pour le SPD tchèque, qui était pourtant au début de la campagne de 2025, était très flexiteur, il ne l'est plus. Donc, en revanche, et je terminerai par là, il faut passer de l'histoire contemporaine
rétrospective, je suis scientifique, j'en fais pas, mais voilà, je laisse planer un avenir incertain, avec d'autres photos qui sont sur l'écran. La poussée populiste est partout présente et elle ne lâche pas Bruxelles comme la représentation du victimaire. Alors il faut tuer cette Babylone impériale. Le sujet immigration, c'est un mono-sujet qui rappelle le mono-sujet Brexit, donc c'est intéressant de notre politique, en pure technique d'agrégation des votes. Et puis Farage, comme vous avez vu, maintenant, a repris non pas la sortie du jour de l'immigration comme unique sujet, et ça marche. Ça marche dans les sondages. On verra ce que ça donnera pour 2029. Et puis j'ai eu Trump, parce que j'ai aussi réussi sur sa politique de mise en place des droits. Ça redonnera beaucoup d'énergie à certains partis qui veulent faire un souverainiste. Et j'ai terminé par une photo de l'ancien dirigeant qui était ce problème, c'est souvent ça arrive chez les Frexiteurs ou les Italiens, enfin tous les exciteurs. C'est le patron du parti Etienne Site dans l'Italie, Aragonais, que vous avez, Gianluigi, qui vient de 5 étoiles, de TV. Là, son parti, il y a quelques difficultés humaines, et donc, si j'ai une petite flèche vers Mme Mélanie, c'est que probablement que 3 choses vont terminer. 1. Tous ceux qui ont aidé M. Musk aux Chinois, aux Russes, ils n'aiment pas trop payer pour que ce soit pas un résultat. Donc, ils vont peut-être plus continuer à aider 5 étoiles, les Italiens, etc. Donc, il risque quand même d'avoir des problèmes de ressources pour ces partis. 2, c'est quand même mieux quand on est au pouvoir parce qu'on peut redistribuer l'argent. Quand on se veut un parti populiste, c'est toujours plus important que le pouvoir être efficace auprès du peuple. Et puis 3, vous avez vu, je crée une petite étoile derrière Mme Mélanie. Pas quand on aime conquérir le pouvoir. Pourquoi rester à Rome? Aussitôt les chemins mènent à Rome et ne pas essayer de conquérir Bruxelles aussi. Et que le vrai souci maintenant de ces partis contre l'Union, c'est de contrôler Bruxelles. Et puisque Bruxelles, dans leur imaginaire, est tellement une capitale impériale, certes, on peut tourner 7 fois autour de Bruxelles, mais peut-être le mieux, c'est de conquérir la ville elle-même et à partir Alexandre le Grand, en effet. Donc, si on va tenir le Grand, il faut que les grands Bruxelles. Voilà. Pardon d'avoir eu